Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du Comptoir du Cercle. Alors aujourd'hui, on va se faire un numéro un peu particulier. Alors c'est vrai qu'on fait des numéros un peu particuliers à chaque numéro, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, on aime bien changer un peu les formats. On va vous proposer donc un tour de table en première partie, et pour faire ce tour de table, bien évidemment, j'ai mes collègues habituels avec Père Chapi qui est là. Bonsoir frères et sœurs de sueur. Nous avons Kilvan, bien sûr. Bonsoir. Et puis hashtag féminisme, on finit par la fille May. Eh ouais, salut. Voilà, merci à tous donc de nous rejoindre pour ce podcast, de prendre la peine de l'écouter, ça fait toujours plaisir. On va faire aujourd'hui donc, comme je vous l'expliquais, un tour de table avec une thématique. Cette thématique, c'est un jeu qui nous a particulièrement marqué dans notre vie. Et du coup, comme on est des joueurs qui avons maintenant un certain âge, même si on est quand même dans une certaine force de l'âge, mais faut pas non plus déconner. On a pas mal de bagages, chacun d'entre nous, et donc on va prendre quelques minutes pour parler du jeu qui nous a le plus marqué. Alors évidemment, c'est des fois dur de choisir quel jeu nous a le plus marqué parce que ça dépend des époques. Hein. Je pense que comme moi, vous avez sans doute un jeu qui vous a vachement marqué à l'adolescence, un jeu qui vous a marqué parce qu'il était en rapport avec une certaine période de votre vie. Mais bon, on va essayer, voilà, de faire grosso modo un jeu symbolique. De chacun de nous. Donc, on va commencer cette fois-ci la politesse par May qui va donc nous parler. Je ne sais pas, puisque comme on ne se concerte pas, hein, je vous le rappelle, on ne sait pas de quoi les autres vont parler. Donc, May, je te laisse nous présenter ton jeu. Eh bien, merci. Du coup, ouais, c'est vrai que c'est difficile de choisir un jeu en particulier parce que on joue à tellement de jeux qu'il nous marque à un certain niveau, à un certain degré. Mais quand j'ai réfléchi à ça, moi, ce qui m'est venu tout de suite à l'esprit, ça a été Resident Evil, la série des Resident Evil. Pourquoi? En fait, c'est assez marrant. Enfin, c'est assez marrant. L'anecdote. Le jeu est sorti en 96, j'étais en CM1, je suis partie en classe de neige et à mon retour, mes parents sont venus me chercher, sauf mes frères. Bon, en soi, jusque-là, rien d'anormal, tu vois. Et quand je rentre, il y a personne. Ils sont tous portés disparus, on sait pas où ils sont, donc je monte pour aller dans ma chambre et finalement, je les entends, ils sont dans la chambre à côté, celle de mes parents, et j'ouvre grand la porte en disant « vous étiez où, bande de couillons ?» Et c'est là, ils sont tous le regard concentré vers la télé, je me tourne. Et la scène, en fait, la première scène que j'ai vue, c'est le zombie, le tout premier zombie que tu vois dans le manoir qui est penché sur le truc. Et c'est vraiment ça, quoi. Tu vois le dos et après le truc qui se retourne. Et je me dis, oh putain, c'est super, c'est quoi? Et c'est là que je me dis, réflexe naturel de fille, quoi. Ouais, non, mais c'est ça. Ils m'ont dit, c'est un jeu de zombies. Je suis trop bien. J'ai même pas eu le temps d'enlever mes affaires ou quoi. Je me suis installée avec eux et j'ai regardé. C'était un de mes frères qui jouait. Et en plus, ce qui était trop marrant, c'est qu'ils se sont mis. Enfin, il était quoi, même pas 11h du matin, tu vois. Donc, c'était grand jour normalement. Ils ont vraiment fermé tous les rideaux. Ils se sont mis dans une ambiance vraiment, parce que c'était un jeu qui est dark, tout ça. Donc, ils sont vraiment mis dans l'ambiance. Et tu te dis, waouh, quoi, c'était trop cool. Et ouais, du coup, j'ai une question. Alors, j'ai trop kiffé. J'ai une question du coup à propos du jeu parce que moi, j'adore l'univers de Resident Evil, mais le problème c'est la maniabilité. Alors du coup, parce que je sais qu'il y a beaucoup de joueurs de Resident Evil qui aiment par-dessus tout cette maniabilité old school. Mais est-ce que t'as déjà essayé de jouer au jeu récemment? Est-ce que la maniabilité elle te paraissait normale? Enfin, ça te dérangeait pas à l'époque? Ça te dérange pas aujourd'hui? Qu'est-ce que t'en penses? J'ai pas rejoué récemment, je compte m'y remettre parce que là il y a le 2 le remake du 2 qui va ressortir au mois de janvier prochain. Ouais, enfin je sais que j'ai vu mon petit frère jouer au remake du 1 il y a pas quand il était sorti il y a quelques temps, et c'est vrai que ça change un peu par rapport à avant, mais tu gardes quand même un certain truc de base, quoi. L'ambiance elle est toujours là, et bon après t'as des angles de caméra, c'est un peu chiant, quoi, mais moi j'ai déjà jamais là avant, et donc ça reste t'as quand même le petit truc qui est toujours là, quoi. Moi j'ai jamais pu me faire fait de trucs. Ouais, vas-y, je t'en prie. Excuse-moi. Non, mais c'est juste que je disais, moi je peux pas jouer à un jeu où, par exemple, suivant le point de vue, tu tournes à droite, tu vas à gauche, quoi. Enfin, je veux dire, c'est. Moi, j'aime bien cette perspective-là, en fait, parce que t'es en vue du dessus. Moi, la vision FPS, je peux pas, j'y arrive pas. Ah ouais, non, moi, ça me frustre. Tu veux dire, genre, à partir du 4, t'as moins aimé, quoi. Ouais. Ok. Ouais. Enfin, non, le 4, ça va encore. Mais ouais, non, enfin, la vue, moi, la vue en FPS, j'ai vraiment du mal, quoi, avec ça. Donc, avoir une vue globale du truc, j'aime bien.
C'est juste, je voulais juste dire un truc. C'est en gros ce qui est la maniabilité. Je pense que tout le monde est d'accord pour dire que c'est de la merde sur l'ancien, mais là, je parle de la maniabilité. Mais Ouais. mais ce que les gens, ce que tu dis, Vinci, et que les gens du coup apprécient beaucoup généralement, en fait, c'est ces angles, ces angles fixes en fait. Parce qu'en fait, ça permet une mise en scène en fait qui est très difficile à émuler en fait avec une caméra dynamique que tu peux déplacer toi-même. D'accord. Parce qu'en gros, vu que Oui, ça crée l'attention, mais le développeur en fait sait ce que tu vas voir, ce que tu as le droit de voir à certaines scènes, bah, il peut faire ce qu'il veut en fait pour faire des effets Oui, de puis surprise. n'oubliez pas que Resident Evil 1, il est sorti sur PS1 et qu'à l'époque, faire un jeu en full 3D qui tournait de partout, il y avait des cubes de tous les côtés. Hein. Donc, Ah bah oui, c'est vrai que c'était le fait d'avoir des caméras fixes, ça te permettait de faire un fond en 2D. C'était du précalculé, Et, ouais, c'est ce que j'allais dire. Ah bah ouais, bien sûr. Ouais, je me rappelle pas vraiment, mais ça me. Voilà. Ouais. Donc je pense que c'est juste ce que je voulais juste dire, c'est je pense que c'est plus ce côté-là qui est encore apprécié par les gens. C'est vrai que bon, le 1 il pique un peu maintenant parce c'est vraiment un des premiers jeux. Il était même sorti sur Saturn pour dire le niveau de la 3D quoi. Et pourtant le style et la mise en scène est encore apprécié quoi. D'accord. Et du coup, ouais, c'est un jeu que tu pourrais y rejouer sans problème aujourd'hui, mais enfin, je veux dire, ou alors c'est plutôt la nostalgie qui fait que ça correspond à ta jeunesse et tu préfères Bah, en garder un bon souvenir. Ouais, il y a cet aspect-là parce qu'il y a il y a un petit, enfin moi j'ai une histoire autour de cette série du coup personnelle, mais enfin ouais moi voir que enfin y jouer encore, enfin moi ça me dérangerait pas et et j'ai très envie de refaire faire les remakes qui est annoncé et donc moi j'attends. D'accord, ok. Mais bon, après, c'est vrai que le premier épisode, il a quand même un statut incontestable. Enfin, ça fait partie de ces jeux qui, même si aujourd'hui la maniabilité parlera pas à beaucoup de monde, ça reste un jeu d'ambiance et c'est un jeu qui a lancé une saga, voilà, dont on connaît le succès aujourd'hui et qui peut pas être remis en cause. Même si on n'a pas forcément envie d'y jouer aujourd'hui, c'est un jeu qui fait partie du panthéon des jeux vidéo et quoi qu'il arrive, de toute façon, son statut est intouchable. C'est clair. C'est ça. Voilà. Est-ce que tu souhaites partager autre chose? Est-ce que tu as d'autres anecdotes à propos du jeu? Par exemple, c'est quoi ton passage préféré dans le jeu? Bah moi c'est les attends c'est quoi c'est ouais, dans le 1 quand t'es dans le couloir et qu'il y a toutes les vides qui se pètent et tout et après je crois que c'est les chiens Ouais, qui c'est les chiens, ouais. ouais et ça c'est ça m'a foutu les chocottes aussi quoi. Ça, c'est flippant, ouais, j'avoue. Quand t'es jeune à l'époque et que tu vois ça, ça fait quand même bien balisé. Enfin, c'est vrai que comme tu disais, Kilvan, le jeu est très très bien maîtrisé au niveau du tempo et en effet, de ce qu'on doit voir, de ce qu'on ne peut pas voir. C'est très très bien fait. Mais voilà, je pense que comme pas mal de gens, enfin comme toi, May, ça a marqué beaucoup de monde ce jeu. Moi, je l'ai jamais fait perso. Et cette scène en particulier, je pense que si tu demandes à 100 personnes, il y a 95 personnes qui vont te dire cette scène-là. Ouais, ah bah ouais, de ouf, mais parce que c'est un moment où tu t'y attends pas quoi, t'étais vraiment l'ambiance elle y est pour énormément de choses quoi. Mais moi j'ai vraiment adoré parce que de base j'adore tout ce qui est horreur depuis que je suis toute petite. Donc du coup quand j'ai vu ça, j'étais waouh, trop bien quoi. Ouais, tu m'étonnes. Non bah écoute, c'est intéressant en plus, c'est vrai que venant de toi, bon, ça m'étonne pas que tu aimes ce genre de jeu, mais je me serais pas attendu à ce que tu sortes un Resident Evil en jeu favori comme ça, enfin en jeu qui t'a marqué. En tout cas, c'est bien. On va continuer notre tour de table avec deuxième intervenant. Allez, on va choisir Kilvan qui va nous parler de son jeu, de la De son haine. addiction. de son addiction. Alors, de quoi tu souhaites nous parler? Bon, je vais pas refaire mais a dit très justement, c'est un peu compliqué de choisir un seul jeu parce que même déjà rien que le terme, un jeu qui vous a marqué, qui vous a influencé en tant que joueur, c'est vaste. Ça peut être juste un truc qui t'a permis de rencontrer des gens, etc. Mais moi, je vais choisir un jeu qui est sorti en 2005, donc pendant que j'étais en seconde. Et qui m'a mis dans la merde. Ce jeu s'appelle World of Warcraft, donc le fameux MMO de Blizzard, auquel je joue encore. Hein, c'est pas compliqué. C'est-à-dire que c'est un jeu qui tous les 1 an et demi, 2 ans sort une nouvelle extension avec du contenu supplémentaire et qui fait que j'y joue toujours même
mais ça fait quoi, 13 ans maintenant? Ouais, 13 ans du coup qu'il a. Bah, j'y joue, je claque encore 1 ou 2 mois à y jouer tous les 2 ans pour pouvoir voir un peu comment l'univers évolue, etc. Alors, qu'est-ce qui a fait bon, déjà, il y a le fait que ce soit un MMO, ça fait que c'est un jeu dans lequel j'ai passé beaucoup de temps. Ça me fait rire parce que en gros, quand j'avais la première fois que j'ai arrêté le jeu, donc c'est quand je suis passé de ma seconde à de ma première à ma deuxième première. Parce que bon, c'est une des raisons de pourquoi j'ai fait un espèce d'échec scolaire grâce à ce jeu de merde. Et il se trouve que j'avais revendu mon compte et j'avais fait les comptes en mode parce qu'en fait ce que tu pouvais monnayer sur eBay, ce n'était pas la valeur de ton compte, mais le temps de jeu passé sur le temps tu monnayais ton temps passé, parce que sinon en fait Blizzard refusait que tu vendes un truc qui leur appartient, quoi. Ah ouais, d'accord. Concrètement. Ouais, donc du coup, fallait faire le calcul. Et donc, j'avais, donc sur mon personnage principal, pour vous donner une idée, en 1 an et demi, j'avais 3600 heures de jeu. En un an? À peu près, En 1 an et demi? En 1 an et demi, ouais. Oh, 3600 bordel. heures de jeu. Et, j'ai calculé, c'était 1/3 de mon temps éveillé en comptant la nuit. Enfin, c'était un truc, Oh là là. un truc maléfique, quoi. Un truc, vraiment maléfique. Mais en fait, je jouais tout le temps, en fait. C'était un truc de ouf. Et voilà, donc ce jeu m'a influencé pour ça, parce que donc déjà bon j'ai joué clairement trop, et quand t'es jeune, j'avais 15 ans, 16 ans, 15 ou 16, ouais, 16, entre 15 et 16 quoi. Bah clairement t'as aucune, et que du coup tes parents ne comprennent rien en fait à ce que c'est un jeu vidéo, et personne ne savait ce que c'était réellement un MMO à l'époque. Enfin, oui, non, c'est clair. du coup t'avais du conseil nulle part, et en fait tu faisais n'importe quoi parce que du coup t'es jeune, tu sais pas trop comment gérer ton temps, etc. Et donc, tu fais n'importe quoi, quoi. Et, mais j'en garde quand même un bon souvenir, parce qu'il m'a quand même appris d'autres choses qui m'ont quand même servi, c'est-à-dire la hiérarchie, parce que en gros la hiérarchie, le fait de respecter des horaires de présence pour faire les instances, ce genre de choses. Ouais, parce que c'est ça le pire en fait, hein. En plus, c'est que ça demande de la coordination avec d'autres gens, quoi. En fait, voilà, ça m'a limite appris à faire un CV, vu qu'en fait, fallait faire une espèce de lettre de candidature pour pouvoir rentrer dans des guildes, etc. Non, mais sincèrement, genre, je pourrais t'en retrouver une, je pourrais te la, enfin, faut que je la retrouve, mais je pourrais te la retrouver, ouais. Mais c'est un truc, pour un gamin de 15 ans, tu vois clairement, tu dis, putain, mais il a écrit ça, genre les trucs préformatés, c'est limite, comme maintenant, t'écris une lettre de motif, quoi. Un truc, c'est assez impressionnant, et t'as vraiment une espèce d'organisation en fait qui ressemble beaucoup malgré tout au monde de l'entreprise, quoi. Et donc en fait c'est ça m'a quand même resservi plus tard, et malgré tout le fait de parler avec des inconnus qui n'ont pas forcément ton âge, qui ont souvent beaucoup plus, mais c'est même certains qui avaient mon âge ou un peu moins, ça te permet en fait de t'immerger un peu dans ce que plus tard tu vis dans le monde du travail, quoi, je trouve. Okay. Ça ressemble beaucoup au final, à part que bon, tu joues pas à un jeu, tu bosses, quoi, mais du coup, ça ressemble beaucoup, quoi. Et donc voilà, donc je trouve c'est marrant de se dire que des fois ce qu'on dit à la télé comme quoi les jeux ça peut faire vraiment de la merde, c'est vrai, quoi, j'en suis l'exemple. Mais bon, voilà, quoi, c'est une connerie de gamin, de la même façon où tu fais une connerie à prendre un scooter bourré sans casque. Enfin, c'est la même chose, quoi. C'est pas, ouais, mais une connerie pour moi, c'est une bêtise comme une autre, et bon, t'apprends tes erreurs comme t'apprends tes erreurs sur tout le reste, quoi. Donc, non, mais bon, voilà, sans parler de ce côté-là, moi, j'ai testé World of Warcraft pour la première fois cette année. Parce que j'ai jamais voulu y jouer, parce que voilà, comme toi, je savais que si je commençais à m'y mettre sérieusement, bravo Vincent. Voilà, non, mais voilà, il faut aussi se raisonner. Donc ouais, j'ai une copine qui m'a dit qu'elle allait y jouer là, parce qu'elle joue depuis longtemps, et puis elle m'a dit vas-y, prends un mois. Elle m'a pris un mois, quoi. Voilà, elle m'a acheté un mois, c'est ça. Et j'ai joué, et franchement, mais le jeu est hyper outdated, quoi. Enfin, j'ai joué au jeu, mais j'avais l'impression de jouer en effet à un jeu de 2005. C'est au niveau de l'interface et de l'ergonomie, c'est une catastrophe. Au niveau visuel, mais c'est 2005, quoi. Et du coup, c'est vrai que je trouve ça. Il est nettement plus beau maintenant qu'avant. Et je trouve ça complètement fou que des gens payent par mois pour ce jeu, quoi. C'est-à-dire la puissance du lore de Blizzard, et de Warcraft.
parce que franchement, enfin voilà, moi j'ai pas de nostalgie ni rien du tout, donc voilà, je dis ça de manière froide et clinique, quoi, tu vois. Mais en tant que mec qui joue à des jeux en 2018, c'est vrai que les graphismes et l'ergonomie, c'est quand même, tu n'as pas le droit d'attendre ça en 2018, quoi. Il est parfait pour tomber sur Switch. Oui, non, mais tout à fait. Mais c'est vrai que voilà, du coup, je pense que c'est en effet comme toi, c'est un jeu où il y a plus de conquête de public, quoi. C'est à mon avis, le jeu il tourne sur pour moi, en fait, ils ont fait leur pic de joueurs au moment où l'histoire du MMO rattrapait l'histoire de Warcraft 3. Bon, en gros, il y a eu une extension où tu finissais l'histoire de Warcraft 3. Ok. Et après, ils ont eu un pic de joueurs, donc de 11,5 millions de joueurs à ce moment-là. Ah oui, quand même. Ouais, et depuis, le jeu ne fait que, enfin, il a quelques pics quand les extensions sortent, quand il y a des connards comme moi qui reviennent y jouer quelques mois. Bah, c'est normal. Mais le reste du temps, le jeu n'est jamais remonté, quoi. Là, aujourd'hui, on est à 6 millions de joueurs, quelque chose comme ça. Bah, c'est quand même un beau succès, vu disons que par rapport aux jeux actuels et surtout aux jeux multi actuels, oui. 6 millions de joueurs, c'est plus si énorme que ça. Hein. Oui. Non, mais de toute façon, enfin, on le sait, les jeux Blizzard, Blizzard est très fort pour maintenir captif son public de joueurs. Hein. Ils font tout pour que vous jouez à rien d'autre et que vous passiez votre vie sur ces jeux. Donc, moi, je trouve ça quand même plutôt pas mal pour un jeu qui a 13 ans. C'est quand même un chiffre qui est assez impressionnant, quoi. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de jeux de cet âge-là qui peuvent s'enorgueillir d'une player base comme ça. Bah surtout qu'en plus c'est ce style de jeu, je finirai là-dessus. Ce style de jeu en fait est un peu mort. C'est-à-dire que tous les MMO sortis, on va dire passé 2009, en fait, ils se cassent systématiquement la gueule. Puisqu'en fait, si on veut jouer à un jeu de ce style, donc comme c'est un style de jeu, franchement, il y a plus grand-chose à innover dessus. Je veux dire, WoW et tous les MMO d'après, WoW n'a pas forcément beaucoup de trucs en moins. Donc en fait, les gens préfèrent en fait jouer à quelque chose qu'ils connaissent, mais c'est le cas aussi pour moi. Enfin, j'ai testé d'autres MMO, hein, j'en ai testé au fur et à mesure des ans, mais tu dépasses jamais le mois de jeu dessus. Et ils pourront jamais recréer l'émulation qu'il y a eu autour de WoW. Et en fait, WoW pour moi, en fait, il existe encore grâce à ça, quoi. Vu que c'est un style de jeu mort. Et que ça reste malgré tout le leader sur le marché. Bon, il y a FF14 là qui est en train de qui a grappillé un peu des parts, mais je sais pas trop expliquer pourquoi. Mais concrètement, ça existera plus les jeux comme ça. Donc le sachant pertinemment, tous les joueurs qui aiment bien ce style, bah ils reviennent jouer à WoW de temps en temps, quoi. Ouais. Bah, oui, j'allais faire un point là-dessus, mais on t'en a parlé, donc c'est pas la peine d'épiloguer. Mais c'est vrai que voilà, de base. Le principe du jeu MMO, c'est vrai que ça a tellement plus la cote. Enfin, je vois mal comment un jeu aujourd'hui pourrait s'en sortir, surtout quand on le voit de toute façon aujourd'hui le jeu c'est le jeu compétitif qui prime surtout. Hein, donc dans un MMO, on est vraiment plus dans cet univers. Et je pense que de toute façon le RPG en général, c'est plus trop à l'ordre du jour, quoi. Mais non, mais en tout cas c'est intéressant. Mais non, bon, on pourra en discuter. Il y a un point à creuser, c'est sûr. Mais c'est bien, c'est bien de voir, parce que tu sais, t'en entends tout le temps des histoires sur des mecs qui ont niqué leur vie à cause de World of Warcraft ou qui se sont mariés à cause de WoW ou des trucs comme ça. Et en effet, faut faire attention à ce type de jeu, mais voilà, j'aurai l'occasion aussi d'en. Bon, pour moi, mon cas ne serait plus possible aujourd'hui parce que maintenant les gens savent ce que c'est et connaissent les risques et bon, je pense que nous en tant que parents. Par exemple, je pense pas qu'elle laissera son fils rater sa seconde et sa première pour jouer à World of Warcraft et pexer des mobs, quoi. Ah non. Voilà. Donc du coup, c'est pas le projet. On est tranquille. C'est pas le projet. Ok, super. Hein, en tout cas, c'est intéressant que tu mentionnes ce jeu parce que tu vois, c'est pareil. Hein, moi, je savais pas spécialement avant que t'en parles que tu jouais à ce jeu-là. On va passer à Chapi, hein, pour qu'il nous parle de vieillerie, je suppose. Ouais, non, mais en fait, moi, contrairement à Meg et à Kilvan, moi, j'ai pas réfléchi très longtemps, étant donné que le jeu qui a changé ma vie, c'est Street Fighter 5. Quel bâtard. Ok, d'accord. Très bien. Oh, la violence. Non, je déconne. Voilà. Donc moi, je vais vous parler d'un jeu que même les 90 connaîtraient probablement pas. Étant donné que je vais vous parler de Eye of the Beholder 2, The Legend of Dark Moon.
Bien sûr que je le connais. Ah, moi, je connais Voilà, que de nom, mais non. un RPG manga à l'ancienne de chez Westwood Associates de 1991. Et en fait, pour moi, ce jeu, en fait, au-delà de l'aspect vidéoludique, pour moi, ça a été un vrai changement dans ma vie, étant donné que c'est un peu ce qui a fait que je suis aujourd'hui dans cette branche de métier. Donc, je m'explique. Donc, la petite histoire, c'est que 92-93, Père Chapi, c'est plutôt Kids Chapi, quoi, tu vois. Donc, j'étais un peu jeune. J'avais 3 passions dans la vie. Les RPG papier, donc les jeux de rôle papier, comme vous voyez maintenant sur YouTube, quoi, en gros. Les jeux vidéo, bien évidemment, et le clip de Boys 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 de Samantha. Sabrina, Voilà. je crois. Ouais, il y a Sabrina, une pardon. fourchette quand même. Là. Il y a un spectre assez large, on est bien, quoi. Voilà. Non, mais il aime la J'avais ces 3 culture. passions-là. Il aime la culture. Et donc, en fait, pour mon anniversaire, pour mes 12-13 ans, en fait, mon père me dit, bah voilà, t'as un petit cadeau qui va faire dans ta chambre. Bon. Et donc, je me suis retrouvé avec un PC. Parce que, en fait, j'avais envie d'un PC quand j'étais petit, parce que je voulais faire comme les grands, avoir un PC. Ah ouais, en Et plus, donc, je à me cette suis époque, retrouvé c'est avec vraiment tôt, quoi. Ah, c'était très très trop, mais mes parents s'étaient saignés pour que j'ai un PC. J'avais un très beau 386 SX cadencé à 33 MHz avec 4 mégas de RAM. Oh, mon Dieu. Putain, ouais, une bête, quoi. Vas-y. Voilà. Ah ouais. Une bête de course. Et mon père avait fait le tour des librairies pour regarder en fait les magazines de jeux vidéo. Donc à l'époque c'était Joystick, Tilt, Gen 4 pour ceux qui Oui, se rappellent, oui. Je connais pour que le regarder joystick, si donc ouais, c'est chaud. comme ça s'il y avait un jeu vidéo, 2 jeux de rôle parce qu'il savait que j'aimais ça. Et en gros, c'est un truc qui était bien. Donc il m'avait ramené ce jeu-là qui tenait sur 4 disquettes, 1,44 mégas. Le jeu tient sur Wow. 5 mégas en gros, pour faire simple. Et donc, je me suis retrouvé avec ça. Donc, j'ai vite déchanté, parce que fatalement le jeu démarrait pas tout de suite. Parce que je vous rappelle que cette époque-là, il n'y avait pas vraiment d'installeur. Tu mettais tes disquettes, et puis après, tu allais éditer à la main l'auto-exe.bat et le config.6 pour libérer le peu de mémoire que tu avais, pour avoir du son dans ton jeu ou juste pour que le jeu rame pas trop du cul, quoi. Donc en gros, avant d'y jouer, j'ai dû passer 1 semaine et demie de configuration. Aidé par à l'époque, je crois que c'était mon oncle qui m'avait aidé un petit peu, qui connaissait un petit peu le truc. Et donc, ce jeu, pour moi, c'était une révélation, parce qu'en fait, c'était du vrai RPG comme le papier, quoi, mais en mode jeu vidéo, quoi. Donc, l'interface, je pense que quand vous verrez la vidéo sur YouTube, Vincent mettra quelques inserts ou autre truc dans le genre. Donc, l'écran en lui-même, il est grosso modo séparé en 2. La partie droite, t'as ton personnage, t'as tes 4 persos, donc tu peux en avoir jusqu'à 6. Que tu pouvais créer, que tu pouvais équiper, etc. C'était fait, ils avaient des barres de faim, des barres d'eau, etc., des barres de vie. Et la partie gauche, en fait, c'était vraiment du déplacement, en fait, case par case à l'ancienne, sans transition. Donc, en fait, tu te téléportais case à case. Et donc, l'histoire, c'était en gros une espèce d'archimage qui invoquait des squelettes et des zombies et autres qui foutaient le merdier dans une ville. Et donc toi, tu devais lui casser la gueule pour faire ça. Et ce jeu, c'est une horreur en fait, ni plus ni moins, parce que sans Solus, c'est quasiment infaisable. Il y a des murs invisibles, il y a des... c'est composé en certains niveaux, quoi. Donc en gros, quand tu arrives au niveau 14 et que tu te rends compte qu'il te faut un objet à l'étage 8 et que tu dois tout retaper en backtracking pour le récupérer, pour essayer de le trouver, déjà, faut que tu le saches. Et donc c'était très 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 compliqué. Ouais, les jeux cryptiques comme ça, c'est atroce. Ah, c'était Ils l'enfer. savaient pas encore. À l'époque, les développeurs galéraient à savoir qu'est-ce qu'ils devaient donner aux joueurs ou non. Enfin, il n'y avait pas d'expérience. Ouais, c'était ça. Et donc, en fait, pour terminer le jeu, parce que je voulais absolument le terminer, et à l'époque, mes parents ne m'achetaient qu'un jeu, et je devais terminer le jeu pour pouvoir en avoir un droit à en avoir un autre. Et en fait, j'ai niqué le jeu, étant donné que j'avais récupéré par des potes un éditeur d'hexadécimal qui s'appelle PC Tools, qui des bons petits crackers connaissent bien, et j'avais craqué la sauvegarde du jeu pour me mettre le max de PV, les PPT, etc. Oh, le vilain. Oh, Voilà. Et donc j'avais 14 ans quand j'avais fait ça. Et donc ça a été les bases en fait pour moi de l'informatique, parce que j'ai appris comment ça marchait un PC,
qu'est-ce que c'était que de la mémoire. J'ai appris l'hexadécimal du coup sur le coup, parce que forcément la sauvegarde était en hexa, donc fallait savoir un petit peu comment faire. Et en fait, bah du coup, à 14 ans, bah je me suis dit, bah mon métier, je fais le jeu, l'informatique, parce que l'informatique, j'aime ça, quoi. Donc c'est pour ça. C'est pas forcément le jeu où j'ai le plus entre guillemets surkiffé, où j'ai pressé le plus de temps ou les trucs dans le genre. Quoique The Beholder 2, je l'ai refait il y a pas très longtemps en stream, donc et pour moi, il a pas plus vieilli que ça, c'est toujours vraiment excellent. Mais voilà, c'est un jeu moi qui a influencé entre guillemets ma life parce que bah fatalement, bah au final de ça, je me suis dit bah je vais me lancer dans les études d'info, quoi, tout simplement. Ouais, ce qui est marrant, tu vois, c'est que tu prends un jeu qui est beaucoup moins marqué par la passion que les deux autres, quoi, tu vois. C'est comme quoi on cherche pas tous la même chose dans les jeux vidéo et on n'est pas tous marqués par la même chose, quoi. Parce que c'est vrai que putain, un jeu qui te donne envie de bosser dans un secteur, moi ça m'est jamais arrivé, quoi. Ah oui, c'est pour ça que c'est atypique. C'est pour ça que ouais, en parler. Non, c'est vrai que c'est marrant. C'est marrant que c'est marrant que ce soit pour cette raison que tu choisisses de parler de ce jeu-là, quoi. Bon, bah après mon passé de rôliste fait que bah fatalement le jeu me parlait aussi, hein. Enfin, je vais dire. Ouais. Ça, ouais, les paladins et autres. Juste pour faire une parenthèse, c'est vrai que j'ai jamais joué aux jeux papier. J'ai jamais eu l'occasion parce que j'ai jamais eu d'amis qui étaient intéressés par ça ou voilà, je désirais pas forcément me rendre dans des boutiques pour jouer avec des inconnus. Mais vraiment, ça c'est un des regrets que j'ai. Je désespère pas un jour, mais j'aimerais énormément faire une soirée jeu de rôle pour voir, parce qu'en fait, je sais pas du tout à quoi m'attendre, tu vois. Je sais pas comment ça se passe, je sais pas quelles sont les interactions qu'il y a. Enfin, voilà, je sais pas du tout de quoi est composée une soirée jeu de rôle. Et c'est vrai que c'est un truc qui m'intéresserait vachement, quoi. Donc, Bah moi j'en ai fait de 10 ans à 23 ans, pendant 13 ans j'en ai fait, et je faisais ça genre tous les week-ends. D'accord, purée, ok. Et mes week-ends, c'était, il y a une époque, c'était agrémenté avant la soirée, des parties de Magic à répétition, et après le soir, en nocturne, en gros toute la nuit, on jouait à ça. Ah ouais. Pas de Greenbergen, chips, hein, vous étiez bien, quoi. Voilà, pour ça qu'après, du coup, bah, tu prends du bide, etc., tu fais Voilà. pas de sport, une merde. Il avoue quand même au bout d'un moment. Et après, tu rentres dans la team Godel quand t'as 35 ans, quoi. Ouais, Dad Bods, tout ça, on connaît. On connaît. Non, mais en tout cas, c'est intéressant. T'as pas du tout le même, point de vue sur ton jeu que les deux autres, mais voilà, c'est comme quoi on choisit vraiment tous des jeux pour des raisons différentes. Et le dernier, c'est toi, Vincent. Alors. Voilà, tout à fait. Ouais. Donc on va parler de moi. Alors moi, c'est un jeu qui est sorti en 2013, qui s'appelle donc Pass of Exile. J'en ai déjà parlé vite fait dans un autre podcast. Alors voilà, Kilvan rappelait tout à l'heure que quand on est jeune, on fait des conneries et que voilà, on sacrifie beaucoup trop de temps dans un jeu vidéo pour oublier tout le reste. Et moi aussi, j'étais vachement jeune quand ça s'est passé, puisque j'avais quand même 34 ans, hein, donc ça fait quand même il y a un an. Hein. On est large. Voilà, mais j'étais pas le même à l'époque. J'étais pas le même. Et donc voilà, le chômage ayant vaincu toute motivation, en fait, alors pour revenir à la base, j'ai joué à Pass of Exile une première fois en 2015, je crois que c'est 2014 même, la première fois que j'ai lancé le jeu, je l'ai vu sur mon compte. Et j'ai pas du tout aimé. J'ai attendu 2 ans en 2015. Un an en 2015 où j'ai relancé le jeu une fois et j'ai fait un personnage, et puis comme tous les joueurs de Pass of Exile vous le diront, le premier personnage vous allez le foirer, mais d'une force voilà. Tu le mets à la poubelle au bout de parce qu'il est nul. Exactement. Et donc du coup voilà, j'avais lancé un peu plus loin, j'avais fait un perso jusqu'au niveau 40, 50, un truc comme ça, et puis bon, vu qu'il était complètement déséquilibré, je me faisais exploser de partout, et puis voilà, le jeu me plaisait pas, quoi. Et donc on retourne en 2017, je suis au chômage, je sais pas quoi faire de ma life, et on me parle d'une nouvelle saison de Pass of Exile. Du coup, moi je savais même pas qu'il y avait des saisons sur ce genre de jeu, donc des périodes de 3 mois où vous avez des spécificités dans une ligue avec des mécaniques nouvelles. Et donc je commence à jouer tranquillou, machin. Bon voilà, c'est super sympa. En plus, j'étais pas tout seul pour jouer parce que voilà, il y avait Chappie aussi, et puis après une autre copine qui a joué. Puis voilà, on se fait la première saison en 3 mois, c'était vachement sympa. Je commence à voir les heures
qui s'enfilent. Et du coup, alors c'était en août dernier que j'ai commencé. Hein. Voilà, c'est ça, en août 2017, pardon. Et donc, bah voilà, 9 mois plus tard, 1600 heures de jeu. Voilà, c'est que l'exemple de Killvan est parlant. Je n'ai fait que ça. J'ai fait littéralement que ça tout le temps. Alors c'est un action RPG qui est un peu une version largement améliorée de Diablo 3. Donc du coup, le but du jeu, c'est tout simplement de créer des persos, puisqu'il y a une personnalisation des personnages qui est absolument immense dans le jeu. Donc vous pouvez jouer des mêmes persos, des mêmes classes, mais avec des builds totalement différents, avec des items totalement différents et avec des sorts totalement différents. Ce qui fait que voilà, grosso modo, il y a une infinité de builds, même si évidemment il y a une méta dans le jeu à chaque saison. Mais voilà, vous pouvez faire des persos autant que vous voulez. Et donc, pour remonter un perso, bah, il faut faire une quinzaine d'heures d'histoire du jeu. Et puis après, vous avez des instances qui s'appellent des cartes. Et vous pouvez faire des cartes à l'infini pour monter de niveau, pour faire de l'expérience. Hein. Donc une carte, c'est juste une map avec plein d'ennemis dessus. Vous videz tout, vous tuez tout le monde, vous tuez le boss de la carte. Et puis vous avez validé la carte, quoi. Ça vous donne de l'expérience, des items, et vous lootez comme ça. Et donc du coup, moi j'étais tellement pris dedans que finalement je faisais même pas la fin du jeu, je refaisais l'histoire à l'infini. C'est-à-dire que je testais des builds à l'infini, je faisais les 15 heures d'histoire. Par exemple, je montais une sorcière avec une boule de feu, après je faisais un maraudeur avec double hache, des trucs comme ça. Mais je refaisais exactement la même histoire à l'infini, j'ai dû la faire entre 60 et 70 fois d'affilée, voilà, sans problème. Et donc c'est un jeu qui est tellement complexe et tellement difficile d'accès que finalement je me suis pas rendu compte que j'investissais tant de temps durant pas mal de mois en fait. Je m'en suis pas rendu compte. Je me disais bon bah voilà, le jeu est compliqué, de toute façon il faut passer du temps pour comprendre. Et puis voilà, les derniers mois là j'ai déchanté parce que je me suis rendu compte que bah ouais, de toute façon sans utiliser de métaphore, hein, donc je parle de manière littérale là, mais il faut passer au moins 150 heures sur 3 mois pour faire quelque chose sur le jeu. Et pour beaucoup de monde, ça pose énormément de problèmes. Hein. Donc je pense que quand on a une vie de famille ou quand on travaille, c'est tout simplement pas possible de passer 150 heures sur un jeu vidéo en 3 mois. Faut être. Bah moi perso, c'est ce qui m'a fait arrêter. Hein. Non mais voilà, c'est ça. C'était pas possible. Quoi. Donc c'est un jeu, que je trouve exceptionnel parce que j'adore à la fois, alors déjà son histoire et puis sa mythologie, son univers. J'adore les histoires qui sont racontées dedans. Mais voilà, c'est un jeu qui demande beaucoup trop d'investissement et qui est extrêmement ingrat au niveau des récompenses. Donc voilà, il faut pas jouer à ce jeu parce que on loot beaucoup. Il faut jouer parce qu'on aime ça et parce qu'on aime le système de création d'items, de personnalisation, tout ça. Mais c'est un jeu qui est très très ingrat, très très compliqué. Et du coup, c'est ce qui fait aussi que c'est assez facile de s'enfermer dedans parce que une fois que vous avez compris le système et que vous commencez à aimer progresser à chaque fois que vous faites un personnage, c'est impossible de s'en sortir. Enfin, vous avez envie de tester tout, vous avez envie d'aller le plus loin possible. Surtout qu'il y a des achievements, je sais plus comment on dit en français, des buts dans le jeu. Voilà, des succès dans le jeu, mais qui sont inatteignables si vous passez pas 300 heures, 400 heures sur le jeu. Enfin, c'est tout simplement immonde. Donc voilà, c'est un jeu qui... Oui, vas-y, Chapi. Moi, je voulais juste dire quand même qu'il faudrait que tous les deux, on peut faire une dédicace spéciale à Aiken parce que finalement, il aurait pas été là. Oui. Pour nous former comme de Clodo. Je pense qu'au bout de 20 heures, on aurait rejeté le jeu, quoi. Non, mais c'est ça, voilà. En fait, quand on a redémarré tous les deux avec Vincent, en fait, le jeu, on a fait la même merde, on avait des builds tout dégueulasses. Moi, je regardais sur Internet, je faisais des trucs qui avaient ni queue ni tête, en fait. Et donc, on avait le sieur Aiken qui est arrivé, qui lui avait énormément d'heures. Et il nous a littéralement formé aux jeux vidéo, au jeu, comment fallait jouer et comment ça marchait. Et c'est à partir de là qu'effectivement le jeu est devenu vraiment cool. Voilà, ouais, non, c'est ça, c'est pas une exagération de dire qu'on a été formé, hein, parce que le jeu a tellement de paramètres qui déterminent le succès ou l'échec d'un build que en fait c'est très très difficile d'apprendre tout seul. C'est vraiment. Mais après c'est un jeu qui est
fait comme ça parce que les développeurs le veulent, hein, ils le savent très bien. Ah oui, c'est volontaire. Hein. Ils veulent que les joueurs en chient le maximum possible. Et de toute façon, les extensions sont généralement de plus en plus difficiles, donc c'est comme ça. Bon voilà, c'est un jeu qui comme je disais avec Blizzard, arrive très très bien à te garder captif. Moi, pendant que je jouais à Pass of Exile, je jouais quasiment à rien du tout. Enfin, t'as pas le temps. Déjà, t'as pas le temps, et puis en plus, comme tu as la ligue et que ça dure 3 mois, et ben tu sais que de toute façon, si tu veux arriver à des objectifs de fin de jeu dans les 3 mois, il va falloir passer tout ton temps dessus. Donc voilà, c'est un jeu. Alors après, bon, j'ai l'impression je veux pas en parler de façon amère. Hein. C'est pas du tout le cas. J'adore le jeu, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, là, j'en parlais avec Chappy il y a des derniers jours. J'ai remonté un perso parce que ça fait quoi, 1 mois et demi que j'ai arrêté de jouer, un truc comme ça. J'ai remonté un perso, mais j'arrive plus à jouer 1 heure d'affilée, quoi. J'y arrive plus. La flamme s'est éteinte. Ouais. L'overdose, elle a été trop là, alors qu'avant, j'ai fait des journées où, sans mentir, je passais 14-15 heures sans m'arrêter, quoi. Enfin, vraiment, le gros no life, quoi. Donc voilà, c'est un jeu auquel, alors le défaut, c'est qu'on peut pas y jouer avec une demi-molle, quoi. Hein. Vous pouvez pas être casual sur Pass of Exile. Vous allez rien faire. C'est pas le principe, c'est sûr. Voilà, vous allez pas vous amuser, et c'est ça qui est un peu dommage. Et par contre, si vous commencez à bien jouer, bah alors là, ça va être, c'est plus possible de jouer à autre chose parce que voilà, le jeu devient tellement bon que le reste devient ultra fade. Et pourtant, j'ai réessayé tous les autres action RPG à côté, justement parce que je me disais, bon, c'est peut-être juste que j'en ai marre de Pass of Exile, tu vois. Il y a peut-être un autre action RPG qui va me saucer. Et j'ai réessayé tout mais c'est tellement fade à côté, tout le reste, c'est tellement fade. Mais bon, c'est le problème quand tu tombes sur des jeux dont tu tombes amoureux, tout le reste est un peu nul, quoi. Mais bon, voilà. En tout cas, bon, essayez d'y jouer. Le jeu est gratuit, hein. C'est un free-to-play, je l'ai pas précisé. Et c'est, à ma connaissance, le seul free-to-play complet du jeu. C'est-à-dire que vous pouvez débourser de l'argent, mais juste pour les cosmétiques du jeu. Absolument, c'est que du cosmétique. Voilà, toutes les classes, toute la campagne, tout le endgame, tout est disponible gratuitement. Voilà, il y a juste. Et les achievements t'amènent du cosmétique. Oui. Donc, si tu veux avoir du cosmétique, bah tu fais tes achievements classiques et tu les récupères. Voilà. Et donc du coup, comme je suis un mec qui avait complètement pété un câble sur le jeu, tous les 3 mois, il y a des packs supporters, hein, puisque évidemment, vu que le jeu est gratuit et disponible en intégralité, eh bien, il faut quand même que les développeurs puissent vivre sur leur jeu. Donc ils vendent des packs supporters avec par exemple une armure, de la monnaie pour pouvoir acheter des onglets dans ton inventaire. T'as un petit portrait, enfin voilà, les trucs que vous connaissez tous dans les jeux en ligne, quoi. Et donc du coup ce truc il coûte 50 €. Et du coup moi voilà, 9 mois après j'en suis à 600 €, hein, tranquillou. Ah ouais, quand même, putain. Voilà, tranquillou. Mais c'est vrai que voilà. Et $1, quoi. Non mais exactement. Mais voilà, je me disais que bon voilà, tu passes 1600 heures, 600 € sur 1600 heures, tu vois, ça reste encore, ça reste rentable. Mais après je regrette pas d'avoir acheté tout ça, tu vois. Mais c'est vrai que j'ai quand même dépensé beaucoup d'argent pour ce jeu alors qu'il est totalement gratos. Mais bon, voilà, je regrette pas non plus plus que ça. Hein. On achète quand on a les moyens aussi. C'est toujours la même. Mais voilà, je vais présenter ce jeu, mais à vos risques et périls, quoi. Bon bah voilà, en tout cas, on a fait la première partie, ce tour de table. Bon, j'espère que voilà, vous avez eu un petit peu les expériences de chacun d'entre nous sur un jeu qui nous a marqué. Moi, j'aurais pu parler de FF7 aussi, mais bon, on n'a pas le temps d'une vie en 1 heure de parler de choses comme ça. On va passer à la deuxième partie, et du coup, cette fois-ci, ça va être 2 sujets, hein. Vous le savez maintenant, on a raccourci un petit peu le format, on fait que 2 interventions, parce que ça nous permet de discuter entre nous sur les sujets. Et donc, cette fois-ci, c'est May et moi qui nous y collons. Donc, vu que je viens de discourir longuement, eh bien, je vais laisser May nous parler de son centre d'intérêt de la semaine ou du mois. Oui, du moment, il y a quelques jours. Moi, du coup, j'ai prévu de vous parler de mon petit chouchou de Netflix. Ça s'appelle Last Chance You. C'est une série documentaire, en fait, qui suit sur une année entière une équipe de football américain au sein de ce qu'ils appellent un community college.
Donc, en fait, pour situer ce que c'est comme une petite université qui prépare sur 2 ans les étudiants qui ont peu ou pas les moyens de s'offrir une grande université et comme ça, ils peuvent espérer d'avoir une bourse pour intégrer justement ces dites grandes universités ou à défaut avoir un diplôme et puis se jeter dans le tas dans le monde du travail. Mais par rapport à ces community colleges, en fait, c'est surtout pour les athlètes. Un moyen supplémentaire de justement d'intégrer des grandes ligues parce que il peut arriver que ça peut être des gros caïds dans leur domaine. Ils peuvent être en décrochage scolaire ou avoir vraiment des attitudes qui, en dehors du terrain, peuvent les voir se faire sanctionner de leur équipe. Donc, du coup, sur les 2 premières saisons, on est sur une équipe qui est dans le Mississippi. Donc l'école, c'est le East Mississippi Community College. Donc après, t'entends tout le temps, c'est l'EMCC. Ils sont coachés par Buddy Stevens. Donc c'est leur coach principal et en fait c'est lui qui va aller chercher les joueurs un petit peu partout et du coup cette école elle a cette particularité là de prendre vraiment les joueurs qui sont en décrochage scolaire et avec des gros problèmes que ce soit de drogue, de violence ou de trucs comme ça qui ont vu qu'ils se sont fait exclure. Certains étaient en NFL ou en première division et ils se retrouvent du coup en ligue junior, donc c'est vraiment une des plus petites ligues et c'est ça qui est marrant quand tu vois dans le truc, c'est que les États-Unis, la culture du sport, c'est vraiment ancré dans leur ADN quoi. C'est pas ici tu vois pas ça. Je crois que c'est un des seuls pays où tu vois les gens qui vont se déplacer, remplir des stades et des gymnases entiers pour aller voir un match de foot ou de basket pour des gens qui sont au lycée. Oui, Moi, perso, quand j'étais au collège, j'ai fait du badminton. J'ai vu aucun parent se déplacer pour une compétition, tu vois. Non, mais c'est ça, ouais, le sport en université, c'est hyper connu. Enfin, il y a déjà des joueurs qui sont mais très très vite repérés et qui sont très très célèbres. À seulement 17 ans, t'en as, ils sont connus au national, quoi. C'est même pas un niveau local, ils sont vraiment connus de partout, quoi. Et c'est assez marrant, quoi. Et ce qui est bien en fait de cette série, c'est que t'es immergé directement dans le truc et tu vois les difficultés de certains joueurs. Tu as la personnalité du coach et le petit plus pour eux, ce qu'ils ont, c'est leur conseillère d'éducation qui s'appelle Brittany Wagner et c'est un peu comme une maman pour eux parce qu'elle est là, elle est là en fait pour eux pour faire attention à ce qu'ils suivent bien les cours, à ce qu'ils aient au moins le minimum qu'il leur faut au niveau des notes parce que même si sur le terrain il y a rien à redire, si scolairement ça suit pas ils vont pas avoir de bourse, ils vont pas avoir les recruteurs qui vont venir les voir sur le terrain, ils vont pas s'intéresser à eux quoi et je trouve que c'est super intéressant à voir parce que tu vois en fait une autre part du truc parce que nous ici à part le Super Bowl une fois par an, c'est les gens grosso merdo ils savent pas ce que c'est le foot US, qui est tout à fait normal parce qu'ici il y a quelques équipes mais il y en a pas, c'est pas autant démocratisé. Oui, et c'est les pas un gens, vrai sport ils s'y intéressent, c'est ça. Ils s'y intéressent qu'une fois par an parce que tu as tout un battage médiatique pour te dire que en février à minuit, il va regarder et voilà quoi. Donc je trouve que c'est assez sympa, ça montre l'envers du décor et ouais, tu t'y attaches bien quoi. Et là, j'ai regardé parce qu'il y a la saison 3 qui est arrivée, ils ont changé de collège. Donc du coup, tu as un nouveau coach et ce qui est marrant, c'est que lui en fait, il a toujours évolué dans cette catégorie-là et il a repris que des équipes qui étaient vraiment au plus bas du bas pour les remonter à chaque fois. Et là, il atterrit dans le Kansas. Et eux, ils ont jamais gagné un titre depuis, je crois, ça faisait au moins 20 ans qu'ils avaient rien gagné. Et tu les vois, ils sont à chaque match, ils sont vraiment sur les nerfs. Ça insulte les autres joueurs. Le coach, il est mal aimé, que ce soit des arbitres ou des coachs des équipes d'en face. Donc, t'as toujours une tension de ouf. Et à chaque fois, tu vois que leur premier match, genre, ils l'ont perdu 70-21. Et après, ils ont que des victoires. Et il les a emmenés jusqu'à la fin. Et moi j'ai bien aimé, c'est mon petit coup de cœur,
c'est petits chouchous. Et Mais ils sont forts j'attends Netflix d'en pour parler. faire ça. Ouais, il y a pas mal de sur Netflix, ça se multiplie les docu-réalités, hein, vraiment où les faits sont véridiques, mais où t'as quand même une narration, t'as quand même des montages. Voilà, Ce que j'avais demandé, c'est romancé quand même ou c'est Non, c'est vraiment. Bah après, c'est monté parce que bah il faut qu'il y ait du montage et t'as que certains joueurs sur lesquels il y a vraiment une lumière qui est mise dessus. Je pense qu'ils doivent choisir par rapport au contexte aussi parce que c'est beaucoup d'Afro-Américains comme ils disent là-bas parce qu'ils aiment bien s'appeler comme ça. Mais c'est sur eux surtout qu'on se contrôle parce que c'est la minorité en fait chez eux, donc c'est eux qui sont plus en difficulté, donc c'est eux qui ont plus de galères et bah t'as que certains joueurs que tu vas voir briller par rapport à ça, mais ils ont une liberté de filmer vraiment partout et ils te montrent le bon comme le mauvais quoi. Et tu sens, enfin pour moi il y a pas de, c'est pas scripté quoi. C'est monté pour que tu vois les choses, mais tu sens pas que c'est scripté ou quoi. C'est vraiment comme ça Bon, c'est que c'est bien fait, mais t'inquiète pas que Ouais. c'est scripté. Oui, bah Oui. doit y avoir des trucs, oui, parce que forcément il y a des c'est choses. sûr. Non, mais enfin il y a des choses que forcément tu vas pas montrer un truc calme, tu vas forcément montrer les trucs où il y a plus de tension, où ça gueule, où ça va se friter, ce qui est normal parce que sinon c'est pas vendeur entre guillemets, mais ça reste réaliste moi selon moi, je trouve Oui, ça. oui. Après, c'est voilà. typique aussi des Américains, hein. Les Américains, Ouais. enfin, ça fait partie de leur Aussi. culture de montrer des gens qui partent de zéro et qui deviennent C'est des des pros champions. là-dedans, ouais. Voilà, Non, ils- puis les séries documentaires de Netflix, elles sont clairement accro dessus. Enfin, Ah Oui. bah. moi, je sais que j'avais regardé Chef Stable, qui est des scénarios, enfin, des espèces de petits épisodes sur des chefs un peu atypiques au niveau de la bouffe, etc. Et la qualité de l'image, c'est juste ouf. Mais Ouais. du coup, il y avait, oui, je sais plus, je crois que c'est avec Hooligan que t'en as parlé sur Twitter, qui était aussi chaud sur le Oui. chaud sur le sujet, mais ouais, apparemment c'est, enfin même si lui il valide, ouais, c'est que c'est pas mal quoi. Ah bah, est-ce qu'il faut son approbation à lui, mais pas la mienne, c'est ça. Non, bah non, mais si vous êtes Bravo, tous les deux, bravo. Bien évidemment, mais oui, ça fonctionne comme ça. Hein, Non, mais enfin voilà, c'est gage de qualité, tu vois, lui aussi il reconnaît. Et, enfin, moi j'ai vu ça. Enfin, l'année dernière, ils avaient sorti parce que c'est depuis 2015 qu'ils les suivent. Mais l'année dernière en France, ils ont mis les deux saisons d'un coup et je suis tombée dessus par hasard. Et quand j'ai vu le mail comme quoi j'allais avoir la saison 3, j'étais oui, dépêchez-vous. Tu vois, c'est, enfin, faut la regarder, faut ressentir le truc. Enfin, moi personnellement, après la 3. Elle est bien, mais il manque un petit truc parce que vraiment les ceux de cette équipe, ils ont pas le côté attachant que ceux que tu vois à l'IMCC. En fait, ils sont tous arrogants, ils sont genre moi, c'est moi qui vaut mieux. Enfin, tu vois, parce que pour certains, il y en a. Ouais, parce qu'il y en a beaucoup qui ont évolué en NFL et en première division, donc ils se disent que moi j'ai joué dans une grande équipe, donc j'ai plus de, comment dire, ma parole a plus de valeur parce que j'ai été dans une grande équipe et là c'est une petite équipe de junior collège, tu vois. Donc c'est Ouais, ce oui, petit bah côté-là que j'ai un peu moins apprécié par rapport aux autres. Mais sinon, enfin, c'est une très bonne série, quoi. Donc moi, je la conseille très fortement. bah, le sport aux États-Unis, c'est quand même un divertissement avec des castes, hein. Enfin, faut faire attention à ça. C'est voilà, comme tu disais, il y a des jeunes mais qui ont 16, 17 ans, mais qui sont déjà tellement connus. Enfin, jamais. Nous, on peut pas comprendre comment ça se passe parce que on n'a pas de circuit comme ça. Mais Ouais. il faut comprendre que eux, les mecs, le football américain, ça repose sur les Américains, quoi. Je veux dire, les mecs, ils forment et ils font jouer leurs joueurs. C'est comme si nous, dans le football, on formait absolument tous les joueurs de la Ligue 1 et de la Ligue 2, quoi. Enfin, ça paraît incompréhensible pour nous. Je veux dire, l'idée de ne pas faire venir de l'étranger des bons joueurs. Enfin, moi, j'aimerais bien voir la gueule de la Ligue 1 et de la Ligue 2 s'il y avait que des joueurs français, par exemple, tu vois. Ce serait rigolo. Ce serait compliqué. Voilà. Alors que chez eux, voilà, tu regardes le football américain, tu regardes le basket, tu regardes le baseball, j'en oublie aussi le hockey, c'est pareil. Enfin, Ok, ouais. tous ces sports-là, c'est des sports, ils ont la matière vive, quoi, tu vois. Ils forment les joueurs et après ils font vivre leur propre circuit, quoi. Les mecs, ils sont en autarcie, ils en ont rien à foutre, hein, que le reste du monde s'intéresse pas au foot américain ou au basket ou au baseball. Enfin, le basket, c'est un peu plus vendeur, mais ça, le reste des sports,
on n'en parle jamais parce que ça nous intéresse pas tout simplement. Mais eux, ils en font des divertissements absolument hallucinants parce qu'ils sont en circuit fermé, quoi. Et c'est vraiment, ils sont forts là-dessus. Je leur reconnais que ils savent jouer du trailer, quoi. Ils sont. Ah oui, non, mais ils sont hyper forts. Quand ils veulent te vendre un événement, t'as toujours c'est les Américains, ils fonctionnent bien sur ça, quoi. Ils arrivent à te vendre le truc comme si c'était l'événement du siècle, que si tu l'as pas vu, t'as raté ta vie, quoi. Mais... C'est clair. Ouais. Mais ils sont forts pour ça, quoi. C'est leur truc, quoi. Un peu comme le catch, quoi. Ouais. Par exemple, le catch américain est beaucoup plus vendeur que les autres parce qu'ils savent enrober le truc. Même si le match truc mieux que les autres, quoi. Non, mais en tout cas, ouais, c'est à suivre. Bon, du coup, voilà, en post-prod, j'ai mis des images sur le discours de May, mais il faut voir. Bon, en tout cas, ouais, voilà, comme on le disait, de toute façon, Netflix, c'est vraiment une. Alors, autant moi, ça me viendrait pas à l'idée de payer pour regarder le truc. Mais enfin voilà, Netflix, ce serait la meilleure alternative. Non, mais franchement, moi, j'aime pas assez le cinéma pour payer, quoi. Franchement, non. On a tous notre truc. Moi, je paye de la musique, tu vois, un truc qui serait inconcevable pour pas mal de gens, mais bon. En tout cas, voilà, Netflix, ouais, ils font vraiment du truc de qualité. Et moi, ce que je leur tire mon chapeau quand même, parce que c'est vrai qu'ils ont aussi une volonté de s'implanter dans le milieu de l'audiovisuel, du cinéma, du documentaire et tout. Enfin, ça aurait pu rester une plateforme de diffusion, tu vois. Mais les mecs, ils ont tellement de projets à eux, et des projets qui commencent vraiment à avoir beaucoup de succès. C'est quand même, ils sont conquérants, mais dans le bon sens du terme, tu vois. Ils veulent pas juste se satisfaire d'être des diffuseurs de tierces parties, quoi. Ils ont vraiment une création de contenu qui est hyper intéressante, je trouve, même si Ouais, clairement, maintenant, c'est intégré dans la tête des gens que, enfin, limite, une série Netflix, c'est devenu un style, quoi. Ah oui, ouais. C'est un gage de qualité, hein, parce que plus ça va, plus ils ont réussi leur coup et la qualité est derrière, hein, de la même façon que les séries américaines à gros budget sont généralement de très bonne qualité, à minima en termes de production. Ouais. Bah là, t'as l'impression qu'ils arrivent à garder une très bonne qualité de production, qu'ils arrivent quand même à garder de l'intégrité artistique dans ce qu'ils peuvent faire. C'est ça. Ouais, c'est intéressant. C'est bien, quoi. Ça donne un vrai coup de boost aux séries, quoi, parce qu'il y en a, du coup, nous, en tant que spectateur, on a quand même plus de choix et des choix de qualité dans plein de domaines, quoi. Ouais, voilà, enfin du moment que nous on bénéficie de ça, tu vois, c'est voilà, quoi. S'ils tentent des trucs que ça marche pas, tant pis, mais bon, en l'occurrence ça marche, donc tant mieux. Moi ça me va, Netflix c'est mon meilleur ami depuis que je suis seule, donc c'est très bien. Voilà, c'est un appel à la misère sexuelle, hein, donc les amis, envoyez vos lettres de motivation. Lettres de motivation. Et puis un petit CV, et puis, voilà. On y va, quoi. On y va. Alors, donc on va passer à mon sujet quand même parce qu'il reste que quelques minutes. Et du coup, oui, alors moi je voulais vous parler du prochain film Gum qui va sortir, mais bon, où ils ont gardé le titre américain qui s'appelle Alita Battle Angel. Enfin, le titre américain du le titre du manga original, enfin du titre s'appelle. Laissez-moi parler, merde. Donc, ouais, le titre du manga aux États-Unis s'appelle Battle Angel Alita. Là, ils ont changé en Alita Battle Angel pour le film. Et donc, ça raconte donc l'histoire de Gum. Hein, pour ceux qui n'ont pas connu, c'est un manga culte en 9 tomes qui est réédité depuis maintenant pas mal d'années par Glénat. Là, je crois qu'on est à la 3e ou 4e réédition de la saga originale. Bon, c'est un 3e, voilà. C'est un manga culte, hein, voilà. On va pas refaire l'histoire de Gali et puis de Ido, mais je pense que vous connaissez si vous avez un minimum de goût. Si vous connaissez pas, bah, c'est l'occasion de vraiment découvrir un manga qui est absolument extraordinaire et qui est à 1000 lieues de ce que vous allez pouvoir lire aujourd'hui. Dans tout ce qu'il y a de plus sci-fi d'une noirceur absolue. Et donc, ils vont en faire un film à Hollywood. Ça y est, c'était annoncé. Moi, j'ai suivi un petit peu l'actualité du film. J'avais voté quand ils avaient proposé de voter pour l'actrice qui incarnerait le mieux Gali. Et d'ailleurs, ils avaient pris la fille qui était vraiment celle la plus ressemblante avec Gali. C'était frappant, quoi. Elle avait les cheveux courts sur sa photo de profil, mais elle avait le même visage que Gali. C'était assez frappant. Et donc là, ils vont nous faire un film avec
l'histoire qui va se centrer sur les 2 premiers tomes de la saga, donc l'histoire centrée autour des Hunter Warrior et puis de Makaku, le méchant du manga. Si vous l'avez lu, vous savez de quoi je parle. Alors moi j'ai un avis qui est mitigé, enfin qui est positif et mais à la fois mitigé. Il y a donc un nouveau trailer. Pourquoi j'en parle déjà? Parce qu'il y a un nouveau trailer que je mets en post-production là, qui vient de sortir hier soir ou avant-hier soir. Moi je crois que c'était hier soir, où on en voit beaucoup plus que dans la première bande-annonce. Et c'est là où on se rend compte qu'il y a vraiment tous les personnages qui sont présents dans le premier arc de Gun. On retrouve donc Ido, on retrouve Yugo, on retrouve je sais plus comment il s'appelle, le Black qui vend des organes, on retrouve Zapan. Enfin, il y a vraiment beaucoup, enfin tous les personnages principaux en fait de la première histoire de Gun. Personnellement, en regardant ce trailer, j'ai été super satisfait de la fidélité de l'environnement. Je trouve d'ailleurs que c'est même peut-être trop fidèle, on va voir. J'ai pas vu le film encore, mais c'est vrai que ça a l'air copier-coller sur le scénar du manga. Mais bon, à chaque fois on gueule parce que les scénaristes prennent des libertés avec les œuvres. Là, il y a pas l'air d'en avoir, donc pour une fois, on va pas non plus gueuler parce que quelqu'un reste vachement fidèle à l'œuvre de base. Enfin, je veux dire, à un moment, faut pas non plus déconner. Mais le trailer en montre beaucoup trop déjà. On voit quasiment tout le monde. On voit Makaku avec ses doigts qui servent de lame et tout. Enfin, il y a beaucoup trop de choses qui sont montrées dans ce trailer. On voit même quand Gali elle découvre le corps Imaginos là, qui va lui permettre de faire le Panzerkunst et tout. Enfin, il y a quand même beaucoup trop de trucs. Mais c'est un peu de toute façon une habitude maintenant dans les films d'Hollywood. Vous regardez les trailers, faut pas regarder le dernier tiers de chaque bande-annonce en fait, parce que dans le dernier tiers il y a tout le temps beaucoup trop d'infos qui sont données sur le film. Donc voilà, je suis assez content parce ça a l'air très fidèle à l'œuvre. L'univers est vraiment magnifique. Je trouve que Christopher Waltz, c'est ça? Je sais plus comment il s'appelle le mec qui jouait dans Inglourious Basterds. Ouais non, non, c'est Christophe Waltz. Ouais, Christopher ou Christophe, je sais plus. Enfin bref, celui qui jouait dans Inglourious Basterds officiellement, là, qui était magnifique. Il est super en Ido. Franchement, il est vraiment. Le rôle est parfait pour lui. Même physiquement, il ressemble beaucoup. Il y a juste Yugo que j'aime pas trop, qui fait un peu trop teenager. Le vrai Yugo était plus jeune. Là, il a plutôt l'air d'avoir 17-18 ans, donc c'est un peu chelou, mais bon, c'est pas grave. Le seul problème que j'ai et que j'arrive toujours pas c'est les yeux, quoi. Les yeux, je sais pas pourquoi ils ont pris ce parti pris de faire les yeux. Alors je sais que Gali a des yeux comme ça dans le manga, mais comme je disais, je trouvais l'actrice mais tellement ressemblante au naturel à Gali que même si je sais que c'est un parti pris parce que voilà, enfin je sais plus qui a réalisé le film, mais c'est quelqu'un de très connu. Je sais que voilà c'est. C'est que oui, il voulait faire depuis 20 ans ce film. C'est qu'il soit son nom déjà. Ouais, voilà. Et voilà, je sais que c'est un parti pris, mais moi j'y adhère pas. Ça fait vraiment trop bizarre. Sur les plans, on voit, enfin je veux dire, ça te sort du contexte du film. Tu vois que c'est de la 3D qui est insérée sur un visage, quand bien même c'est vraiment très bien fait. Mais je sais pas pourquoi ils ont inséré cet élément qui fait que tu décroches du film en fait. Donc voilà, j'attends de voir le film en entier. C'est vraiment un film que j'attends énormément et ça, je vous disais, j'aime pas trop le cinéma, mais je vais essayer d'aller le voir parce que bon, quand même, je peux pas passer à côté de ça. Donc bon, il va sortir le 21 décembre de cette année. Du coup, on va attendre, mais est-ce que vous... Avec Star Wars pour histoire de bien foirer. Ah ouais, c'est vrai. Oh la vache, oui. C'est bien choisi, hein. Ah oui, Bien c'est choisi. vrai. Non, mais le timing est là. Tout est là. Ok. Non, mais de toute façon, enfin, ça va partir direct dans la poubelle du Satan avec asperger d'eau bénite pour le nettoyer, ton truc. Alors vas-y. Qu'est-ce qui te fait penser ça? Allez, vas-y, crash ta haine après. Ah non, mais moi c'est juste les yeux, quoi. Moi, j'ai regardé 3 secondes du trailer, j'ai arrêté, bonne journée, au revoir, quoi. Ah ouais, Enfin, non, je mais veux moi dire, je peux pas, hein. Franchement. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Enfin, je veux dire, il y a même pas d'autres mots, quoi. Enfin, je veux dire, s'il commence comme ça, il y a plein de trucs qu'ils auraient dû refaire, parce que dans le manga, il est plus musclé. Ah, c'est Robert Rodriguez, voilà, qui l'a fait. Ouais, non, mais là, je veux dire, les mecs, ils ont juste fumé de la coke, là. Enfin, je sais pas, ils sont mis dans la traveineuse H24, et puis ils ont fait un truc, quoi.
Non, mais pour moi, c'est une catastrophe, ce truc. Enfin, j'ose même pas aller regarder. Le nouveau trailer, je l'ai même pas voulu le regarder. Ah, c'est Tu dommage. vois, là, tu m'as annoncé. Alors, si en plus, tu me dis qu'ils ont déjà tout montré, alors là, bon, c'est bon. Ah oui, franchement, oui, on voit tout, ouais. On voit tout. Pour moi, aucun intérêt. C'est comme Ah. Ghost in the Shell avec le film de Ghost in the Shell. Aucun intérêt, pour moi, c'est Ah, bullshit. bah, Je l'ai même pas vu en plus. c'est une transition parfaite pour moi, ça. Alors, je vais revenir sur quelques titres. Alors déjà, Ghost in the Shell et celui-là, ils ont un point commun, c'est-à-dire qu'en fait, on a craché sur les États-Unis de faire que leurs adaptations, en fait, ils prenaient des libertés. C'est-à-dire qu'en fait, les gens, en fait, ont oublié, en fait, le principe de ce que c'est une adaptation, en fait. Une adaptation, en fait, c'est adapter un média à un autre. Donc, à la limite, si tu fais une adaptation d'un film vers un film, genre un remake ou quoi, et que tu fais des trucs pas fidèles, là, je pense qu'on a le droit de gueuler. Mais quand tu fais une adaptation d'un autre média et que tu changes des trucs, pour moi, il n'y a pas. Enfin, tu dois respecter en fait l'intégrité artistique de du réalisateur. Donc, par exemple, Ghost in the Shell. Et ben, vu qu'il se faisait chier dessus, bon après, moi j'ai pas aimé. Enfin, les films que je pense, moi c'est surtout le Death Note de Netflix qui a été massacré dans tous les sens parce que bon, moi je l'ai trouvé à chier. Hein, je vais pas le défendre, Ah, oui, mais bon, c'était quand même ça a essayé d'apporter quelque chose au propos de Death Note avec leur point de vue à eux. Et bah du coup Ghost in the Shell ça a fait le truc complet, c'est-à-dire qu'en fait Ghost in the Shell ils ont repris tout ce qui dans leur tête d'américain en fait étaient les trucs importants qu'il fallait absolument qui est pour les fans, c'est-à-dire le visuel, etc. Et ils ont complètement oublié qu'en fait ce qui fait que Ghost in the Shell c'est un film d'animation culte, c'est ok la qualité d'animation qui est, enfin pour un film de cet âge-là c'est extraordinaire quoi la qualité d'animation du film, et mais c'était aussi que il y avait une espèce de réflexion derrière qui était complètement vide dans le Ghost in the Shell américain. Là, je pense que ce Gum là, c'est en fait le symptôme de ça. Ils veulent en fait, ils ont déjà en fait un film Gum qui a marché, c'est l'OAV des années 90. Là. Il y a eu un OAV qui reprend donc les deux ou trois, je sais jamais si c'est deux ou trois. Mais c'est les deux. Il y a pas Motorball, non, c'est les deux. Voilà, donc juste voilà, les deux premiers tomes. Ça reprend les deux premiers tomes et ça s'arrête là. C'était un OAV qui était très bien. Je pense que tous ceux qui l'ont vu l'ont trouvé bien. Ah, c'était assez fidèle, bien animé. Il y avait pas de problème quoi. Et bah là, pour moi en fait, ils vont refaire ce film-là, mais avec un asset graphique par dessus et en fait faire un billet dessus quoi. C'est en fait on récolte en fait tout le fait qu'on ait gueulé sur ça. C'est-à-dire qu'en fait enfin, pour moi, un film comme ça, je trouve comme vous que ça sert à rien de le faire, mais pas pour les mêmes raisons. Pour moi, ça sert à rien en fait de faire un film si tu ne fais que redire un produit qui existe déjà, quoi. C'est-à-dire que par exemple le Death Note, ok, il est nul à chier, mais si tu veux, si tu voulais un Death Note, si tu voulais en fait voir Death Note, en fait, Death Note c'est sur Netflix aussi, donc tu regardes la série ou tu lis le manga, quoi. Là, en fait, si tu sors un film, faut que ce soit un truc qui soit différent un minimum, quoi. Faut que ça garde en fait l'esprit, mais que ce soit quelque chose de différent. Et là, je pense que, à mon avis, ils vont complètement passer à côté dans ce game de là. Après, comme tu dis dans le trailer, on voit clairement que pour moi, ça va être copier-coller du manga sur certains quand tu vois les visuels. Après, par rapport à toi, je pense pas que le trailer spoil tant que ça, parce qu'en fait, nous, on a une vision, je pense que toi et moi, on l'a lu une dizaine de fois le manga. Et on le connaît quasiment par cœur. Donc oui, nous, dès qu'on voit le truc, mais pourquoi ils montent ça, c'est inadmissible, machin. Alors que je pense que la personne qui n'a jamais entendu parler de Gum, il regarde le trailer, c'est un trailer comme un autre. Ah oui, ça lui parle. Oui, non, bien sûr. Ça lui parlera pas. Donc pour moi, le trailer est pas gênant, quoi. Mais voilà. Mais donc, non, le trailer, il a tout ce qu'il faut. C'est japonais à fond les ballons. Il y a des badass. Il y a une meuf qui met des patates. C'est ça. Et voilà, donc, c'est bon. C'est validé, quoi, tu vois. C'est ça, pour le commun des mortels, il est parfait. C'est pour les initiés comme nous qui vont dire ah non, pourquoi, c'est ça. C'est ça. Mais donc du coup, moi, je pense que que ce soit l'histoire ou même le design de Gali, je pense que ça vient de ça en fait. C'est-à-dire ils ont tellement peur en fait de se reprendre un backlash médiatique et du fait que de vouloir réellement adapter les même si c'est de la merde dans la plupart des cas, réellement adapter en fait une licence qui est pas la leur, là ils font juste une bête adaptation quoi. Et donc Gali effectivement vu que c'est le personnage le plus important du manga, c'est clairement là pour le coup c'est même pas un personnage principal, c'est-à-dire que Gum en fait c'est l'histoire de Gali quoi.
voilà, c'est l'histoire de Gali et des satellites autour, quoi. Donc, et ben ils se sont dit, on peut même le visuel du personnage, en fait, on peut pas y toucher, quoi. Donc, ils ont essayé de faire un espèce de modèle 3D qui ressemble le plus possible à la planche du mangaka. Donc, du coup, voilà, ils lui ont mis des yeux globuleux, quoi. Est-ce que je Enfin, comprends bon, pas, moi, j'ai plus l'impression de voir une meuf qui est constamment sous filtre Snapchat et d'avoir pas Mais oui. une actrice réelle Non mais ouais, c'est je- ça. un personnage en CGI, tu vois. C'est ça. C'est- D'accord, moi, c'est je remets perturbant. pas, c'est pas, moi, ce que je touche, c'est pas le constat. Le constat, je suis entièrement d'accord avec vous que c'est mal fait, hein. Mais moi, sur quoi ce que j'apporte, c'est juste, le pourquoi derrière, quoi. Oui, oui. Pourquoi ça a Oui. été fait comme ça, selon moi. Et d'ailleurs, vraiment, j'ai une interrogation à ce niveau-là. Enfin, je le disais, là, donc ils prennent une actrice, ils cherchent l'actrice qui est la plus ressemblante possible avec le personnage d'origine, comme tu dis, parce qu'ils veulent essayer de coller au maximum au manga. Ils trouvent une meuf qui est vraiment la copie, enfin, je veux dire, d'une transposition manga à humain. Tu peux pas faire mieux que la meuf qui joue Gali, hein, au naturel, quoi. C'est pas possible. Et il change ses yeux, il change son nez, il change la forme de sa bouche. Enfin, je veux dire, à quoi ça sert de prendre une fille qui ressemble au personnage si c'est pour changer complètement son apparence? Parce que là, dans le film, tu la reconnais pas, l'actrice. Enfin, elle a un nez qui est beaucoup plus petit, elle a des yeux beaucoup plus grands, la bouche est un peu plus fine. Enfin, ça n'est pas l'actrice qui a été engagée. Ils auraient pu prendre une rouquine, ils auraient pu prendre Amy Schumer pour jouer Gali, ça aurait été la même chose, quoi. Donc je comprends pas où ils veulent en venir avec ça. Je sais pas. En gros, c'est fous-moi ça à la poubelle, et puis quitte à voir un gros nanar, tu regardes la série live de Sailor Moon en japonais, et c'est génial. Ah, Ah putain, ouais. le chat, il est violent, quoi. Ah, il est Et là, violent. tu vas le chat, jusqu'au putain. bout, quoi. T'enfonces le truc jusqu'au bout, quoi. Non, moi Moi, je trouve ça dommage quand même parce que ce réalisateur, c'est ce que t'as dit, c'est Robert Rodriguez, c'est quelqu'un qui veut faire ça ça fait des années ils veulent adapter Gum sur le. Ah ouais, ça fait hyper longtemps sur- que le projet, il est, ouais. ça fait 20 ans, si je dis pas de conneries, mais quasiment, quoi. C'est un truc, t'as l'impression j'ai toujours l'impression qu'ils ont toujours eu la volonté de faire une adaptation de Gum en version américaine. Et en fait, voir que, au final, c'est pas une adaptation américaine, quoi. C'est vraiment juste une redite copie carbone du manga, quoi. Moi, je trouve ça vraiment triste, quoi. Bah écoute, si ça peut. Alors moi, du coup, vu que nous on est des initiés du truc, peut-être que justement ça va donner de voir un film comme ça. Je pense qu'il faut prendre le chemin inverse, c'est-à-dire qu'il faut partir du film et de tous les jeunes qui connaissent pas Gun, qui vont voir le film et qui vont être peut-être super satisfaits en achetant le manga, de se retrouver, tu sais, ah là, il y a ça, ah ouais, puis il y a ça, enfin, tu vois, ils vont retrouver exactement tout ce qu'ils ont retrouvé dans le film, et peut-être que justement, ça va le manga va leur plaire, parce que ils ont retrouvé tout ce qu'ils connaissaient dans le film, tu vois, ça va leur parler, non? Ah ouais, non, mais c'est bien. Après, ils pourront aller Dragon Ball aussi. Après, ils pourraient aller sur Netflix et effectivement, DL dans Dragon Ball dans la foulée. Voilà, comme ça, ils seront bien. Et après, directement, non, faut pas parler des choses comme ça. Non, mais voilà, je pense que ça peut, en effet, ça Non, peut, mais je ça, suis d'accord, ouais, ça peut mais convertir c'est des... une version Ça peut positive, produire cet effet-là, oui. Non, mais moi, voilà, j'aime tellement Gum que j'essaie, enfin, pour l'instant, j'ai vraiment pas j'ai pas d'alarme, en fait, pour l'instant, hein, par les yeux, Alors, petit conseil, prends un petit shoot de Xanax quand tu vas aller au cinéma ou quand tu vas le regarder. Ah, Tu non, vas plutôt détendu, Et un Vincent. thé à la menthe. Tu Et un thé non, mais vas te violer dans ton toit profond, je pense. ouais, je sais pas. On va voir. Ah, D'ailleurs, d'ailleurs, les mouchoirs et c'est bon. j'ai vu que l'anecdote, c'est que Christophe Waltz, donc le professeur s'appelle Daisuke Ido dans le manga. Et évidemment, pour le public américain, on peut pas appeler un mec Daisuke, c'est pas possible. Ah bah non, c'est pas possible. Ah non. Et le mec, vous savez comment ils l'ont appelé? Ils l'ont appelé Dyson. Oh merde. What? Très bien. Il va passer l'aspirateur à un moment. Dyson Ido, ou quoi. C'est comment? Ça, c'est pas C'est trop pas bien. choquant, mais c'est pas bien. Alors, franchement, c'est pas bien, quoi. Oh merde. Oh là là. Ouais, Enfin, bon. Dyson. Non, mais du coup, voilà, on va voir. On a encore 6 mois, mais bon, de toute façon, moi, je vais être honnête, je suis systématiquement déçu par le cinéma américain. Donc, c'est pour ça que aussi, maintenant, le cinéma OSEF, hein, je veux dire, je regarde des films comme je regarderais une affiche publicitaire. Mais bon, j'ai envie de croire que c'est fait par des mecs qui, en effet, ont vraiment la passion du manga.
Je pense qu'il vaut mieux essayer de trop bien faire que s'en battre la race, quoi. Donc, C'est sûr. Ou alors ils auraient dû peut-être adapter la deuxième partie de l'histoire. Pas la ouais, le première. Motorball ça aurait été hoche, je pense. Moi, j'avoue que j'aurais kiffé. Franchement, avec Joshua et tout, là, Je pense que clairement les Américains je pense qu'ils ont la capacité de faire l'arc Motorball bien, quoi. bah, ouais. C'est-à-dire, il y a des films américains de trucs comme ça en arène qui ont bien fonctionné. Même un film assez moyen, Real Steel, je sais pas si vous l'avez vu avec Hugh Jackman. Non. C'est un film où en gros c'est un. Ah oui, j'ai vu la c'est bande des annonce, c'est vrai, je me rappelle. C'est des Ouais, combats ouais. de robots et voilà, c'est un peu voilà, c'est un peu boxe, tu sais, illégal. Bah là, Oui, c'est le même oui. principe, quoi. C'est de la course illégale, quoi. Ouais, ouais. Légal, mais voilà, enfin, qu'est-ce qui est légal dans le game, voilà, quoi, c'est un peu chelou. Et voilà, je pense qu'ils auraient pu faire voilà, peut-être que vouloir systématiquement repartir du début sur un truc que normalement tout le monde connaît. Bah Voilà, après, bref, c'est à creuser. À si voir. le film est un succès aussi, Si mon ça gars, marche. t'inquiète pas qu'ils vont faire C'est ça. du Motorball dans le Il va y dans le avoir de prochain. la suite. Enfin bon, on verra. Non, mais voilà, en tout cas, je voulais en parler parce que je me laisse quand même une dose d'espoir sur ce film. J'aime tellement le manga que j'ai envie de. Puis bon, Robert D'y Rodriguez, croire. voilà, Grindhouse, tout ça, j'ai Machete, j'ai adoré. Donc voilà, allez, 1h10, on a fait encore une émission, on bat les records à chaque fois. Donc on va s'arrêter là pour cette fois-ci. En tout cas, bah merci à tous d'avoir suivi l'intégralité de ce podcast. On a été ravis de vous proposer cette petite discussion mensuelle pour le mois d'août. Et puis, prochaine fois qu'on se retrouve, ça va être donc le 1er septembre. Hein. La rentrée, tout ça, on va faire des sujets de rentrée. Quel cartable acheter, stylo bille, Exactement. stylo à pointe, stylo plume. Allez, Et choix. comment bien investir dans sa prime pour enfants pour la rentrée. Alors là, je vais laisser l'animation de l'émission à May, hein, puisque évidemment avec ses Alors, deux enfants, ouais. voilà. Elle va pouvoir en parler. Enfin bon, Ouais. ce sera, Ne ratez surtout pas voilà, ce sera un autre sujet. Elle En tout cas, ramènera l'ancien micro pour l'occasion. voilà. Exactement. Bon, en tout cas, merci à tous d'avoir suivi ce numéro. Et puis voilà, on se retrouve en début septembre, le 1er, normalement, si tout va bien. Salut tout le monde. Et bisous les jeunes. Salut. Salut.